Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Ça y est, voici la dernière critique que je vais vous présenter pour l'année 2025, mais pour terminer cette année en beauté, il était évident que je vous fasse une critique sur la suite de l'un des plus grands blockbusters de l'histoire du cinéma. Vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est Avatar de feu et de cendres. Avatar de feu et de cendres, plus précisément Avatar 3, est un film d'action, d'aventure et de SF sorti le 17 décembre 2025 et réalisé par le grand James Cameron. Je vous le présente plus, c'est bien sûr le créateur de la trilogie Avatar. Pour rappel, je vous avais fait une critique sur les deux premiers films qui sont tous les deux dispo dans la description, mais au-delà de ça, c'est également le réalisateur du magnifique film Titanic, d'Aliens le retour, des deux premiers films Terminator, sans oublier Abyss. Après les événements du dernier film, Jake Sully et sa famille poursuivent leur lutte pour protéger Pandora face à la menace humaine toujours grandissante. Leur voyage les mène vers des territoires inconnus dominés par le feu et les cendres, où ils rencontrent un nouveau clan Na'vi aux valeurs radicalement différentes. Marqué par la colère et la survie dans un environnement hostile, remet en question l'harmonie traditionnelle de Pandora et la vision manichéenne du conflit. Alors que les tensions s'intensifient, Jake et Neytiri doivent affronter des choix moraux difficiles, mettant à l'épreuve leur famille, leur foi envers Eywa, ainsi que leur propre humanité. J'ai pas besoin de me justifier, déjà que cette année était déjà très folle en termes de sorties au cinéma, il était évident que pour conclure cette année, il fallait que je fasse une dernière critique sur un très gros sujet. Et rien de mieux que de terminer cette année sur la suite de l'un des plus grands blockbusters de l'histoire du cinéma, à savoir Avatar 3, un film que j'attendais comme beaucoup de monde. Alors oui, il y a eu énormément de suites de films qui sont sortis, beaucoup de films que des gens attendaient, mais pour le cas d'Avatar, c'était un tout autre niveau. Pour vous faire une idée, j'avais peur de ne pas pouvoir tourner cette critique aujourd'hui, parce que pour vous faire une idée, là à l'heure où je tourne, je suis il y a quelques jours après la sortie d'Avatar, mais j'avais peur de vous la sortir 2 semaines plus tard, tout simplement parce que toutes les séances en France, enfin plus précisément dans ma ville, sont complètes tous les jours. Vraiment, c'était très dur d'avoir une place minimum bien pour pouvoir regarder ce film agréablement. Mais par un heureux hasard du destin, je remercie beaucoup cela, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir ce film. Et maintenant qu'il est sorti au cinéma et que j'ai pu le regarder, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez let's go! Je tiens à soulever un défaut qu'on avait reproché aux deux premiers films, à savoir qu'il s'agissait surtout de visuels et qu'il n'y avait pas réellement d'histoire. Dans un sens, je trouve qu'ils étaient un peu durs parce que le premier avait vraiment une histoire très intéressante à développer et il est vrai que le 2 souffrait de quelques choix scénaristiques qui pouvaient confirmer cet avis. Malgré le fait qu'il y avait des morts, malgré le fait qu'il y avait des scènes spectaculaires d'action, de combat, etc., ça restait globalement des films très contemplatifs grâce à leur qualité visuelle. Mais la différence avec celui-ci, c'est que certes, il s'agit aussi d'un film très contemplatif, je vous expliquerai cela dans la partie effets spéciaux, direction artistique. Ce film se différencie en proposant une narration beaucoup plus sombre, qui va plus se pencher sur des thématiques qu'on avait pu commencer à soulever dans le deuxième, mais qui se mettent surtout en avant dans celui-là. Le film va explorer davantage la notion de choix, de colère et de conséquences, aussi bien chez les humains que chez les Na'vi. En effet, le film, suite aux événements du deuxième, on voit que les personnages qu'on suit ont des mentalités qui ont évolué. Surtout pour le cas du personnage principal, à savoir Jake Sully et sa famille, qui ont fait face à des épreuves très difficiles et traumatisantes dans le dernier film, qui ont changé leur vision des choses. Et on le ressent énormément dans ce film, proposant une narration beaucoup plus lourde de sens et très fort en termes d'émotion, mais aussi accessoirement beaucoup plus violente en termes de scènes spectaculaires, mais aussi en moments de tension dans lequel on voit des moments beaucoup plus sérieux en termes de développement et de profondeur sur les personnages. Si je vous le dis, c'est que ça a été quelque chose de très marquant pour moi lorsque j'ai visionné le film, parce que, pour vous faire une idée déjà, le troisième film est le plus long de la saga. Déjà que le deuxième durait 3 heures et 12 minutes, celui-là dure 3 heures et 17 minutes. Mais pourtant, malgré le fait qu'il dure plus de 3 heures, je n'ai pas vu le temps passer. Non mais premier degré, je n'ai pas du tout vu le temps passer. Le film a défilé comme ça,
de manière fluide, de manière très bien construite et j'ai adoré l'histoire du début jusqu'à la fin. À aucun moment, je m'étais ennuyé. Que ce soit les moments où il se passe énormément d'infos au fur et à mesure en un claquement de doigts, que les moments beaucoup plus profonds dans lesquels on développait la vision des personnages. Bien sûr, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas, je vous rassure, sinon je ne serais pas aussi positif. Mais il y en avait quand même assez pour que je puisse vous en parler vite fait dans cette critique. En outre, pour ce qui s'agit de la direction artistique, bon, je ne vais pas rester 40 ans dessus, c'est toujours aussi magnifique visuellement. Déjà que le deuxième, je l'avais trouvé globalement incroyable en termes de décor océanique. Bien sûr, c'est toujours le cas dans celui-ci qui a explosé mes attentes en proposant de tout nouveaux aspects que je ne soupçonnais pas en termes de direction artistique et d'effets spéciaux. Il y a énormément d'effets qui marchent encore aujourd'hui et que j'ai vraiment apprécié dans l'ensemble. Bien sûr, les décors océaniques sont toujours aussi beaux. Et pour ce qu'il s'agit des nouveaux lieux, je trouve qu'il y a eu une direction vraiment très originale qui marque vraiment le côté ravagé, détruit en rapport avec le titre du film Feu et Cendres, qui marche globalement très bien. L'aspect du film est une réussite dans tous les domaines, que ce soit sur les décors, que ce soit sur la colorimétrie du film, ou encore sur le chara-design des créatures, mais également sur le chara-design des personnages, que ce soit sur les personnages qu'on connaît déjà, que sur les nouveaux qui ont des chara-design impressionnants. Je tiens à faire quand même une mention honorable sur l'antagoniste du film, qui est la chef du peuple du feu et de la cendre, qui a un chara-design relativement très sympa et qui se différencie déjà de ce qu'on connaît déjà. Sachant que dans le deuxième, il y avait déjà de nouveaux chara-design pour le peuple de l'eau, là pour le peuple du feu, c'est encore une réussite. Pour le cas de la musique, c'est Simon Franglen. Si vous le connaissez pas, c'est bien sûr le compositeur du deuxième film Avatar, mais au-delà de ça, il est également connu pour avoir composé les musiques des 7 mercenaires, ainsi que du film Notre-Dame brûle. Au travers de sa composition, il a cherché avant tout à prolonger une expérience cinématographique immersive où la musique devient un langage du monde de Pandora plutôt qu'un simple accompagnement. Son travail transmet l'idée d'un équilibre fragile entre beauté, mémoire et conflit, en faisant dialoguer l'organique et le tragique. La partition soutient le récit en donnant une respiration aux images, en laissant l'émotion naître dans les silences, autant que dans les envolées orchestrales. Il a composé pour guider notre regard et notre ressenti, accentuant la dimension mythologique sans jamais écraser la narration. La musique agit comme une caméra invisible pour s'approcher de l'intime, puis s'élargit vers l'épique. Ce qu'il transmet, c'est une sensation de continuité émotionnelle reliant les personnages, leur monde et le spectateur. Une mélancolie lumineuse, une émotion discrète mais persistante qui continue de résonner bien après les dernières images. Pour ce qu'il s'agit des personnages, dans l'ensemble, c'est vraiment très bon. Il y a énormément de personnages, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont sympas, qui jouent leur rôle comme ils peuvent. Dans l'ensemble, pour ce qui s'agit des personnages beaucoup plus mis en avant, pour le cas de Jake Sully et de sa femme, ce sont deux personnages que je continue d'apprécier et que j'apprécie encore dans celui-là, qui ont eu des moments très impactants sur leur vision des choses en faisant des choix très difficiles. Et je trouve que dans l'ensemble, ils ont été aussi bien mis en avant, aussi bien que dans les deux précédents, beaucoup plus même si vous voulez mon avis, avec les thématiques abordées dans celui-là. De plus, pour ce qui s'agit des autres, de ceux qu'on connaît, il y en a beaucoup qui sont sympas, qui ont eu quelques petits développements qui ont été éparpillés pour quelques-uns, mais qui fonctionnent globalement bien étant donné qu'ils sont tous intéressants à suivre. Et pour ce qu'il s'agit du nouveau personnage, à savoir Varang, l'antagoniste du film, je trouve que c'est un personnage vraiment très profond, avec quand même beaucoup de choses à révéler, parce que il est vrai que depuis le premier film, on avait surtout le point de vue que les Na'vi étaient gentils et que les humains étaient des gros fils de pute. Pardon, c'est vulgaire, je voulais dire des connards. Mais il est vrai que voir des Na'vi qui sont eux-mêmes des méchants et qui s'en prennent à leur propre peuple, c'est intéressant à aborder. Parce qu'il est vrai qu'on a surtout soulevé le blanc et le noir chez les humains. Mais il est vrai que la même chose peut se produire dans le camp inverse. Ce personnage, dans un sens, représente la désolation, la destruction, mais également la beauté du feu, qui est une puissance naturelle. L'exact inverse d'une divinité que beaucoup de personnes croyaient, qui n'a pas été présente pour eux lorsqu'il le fallait, et ce qui fait que son clan
a perdu, dans un sens, en foi envers Eywa. Eywa qui est une identité qui est très mystérieuse. On sent qu'elle aide quand même les Na'vi, mais on a l'impression aussi qu'elle reste aussi en retrait, ce qui nous pousse au questionnement et qui nous fait, pour certains, penser que Varan n'a pas réellement tort d'un certain point de vue. Globalement, un casting qui mérite la note de 4,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu bien sûr le droit à la présence de Sam Worthington. Si vous ne le connaissez pas, alors petit rappel, ceux qui ont une affiche, soit je vous l'ai présenté dans le premier film, soit je vous l'ai présenté dans le deuxième. Alors lui, bien sûr, je vous l'ai présenté dans les deux premiers films, mais au-delà de ça, il est également connu pour avoir joué dans Rogue, Le choc des titans et la colère des titans, Tu ne tueras point, Le chemin du pardon, ainsi que dans l'intermédiaire. Zoé Saldana, que je vous ai présenté étant donné qu'elle a joué dans l'univers Marvel, plus précisément dans la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, pour laquelle j'ai fait une critique plus précisément sur le troisième. Je vous l'ai également présenté cette année dans ma critique du film Elio, le dernier Pixar à ce jour. Au-delà de ça, elle est également connue pour avoir joué dans Adams à travers le temps, Emilia Pérez, ainsi que dans Opération spéciale lyonnaise. Sigourney Weaver, alors bien sûr, au-delà de ces deux films, je vous l'ai présenté cette année dans ma critique de The Gorge. Au-delà de ça, elle est bien sûr connue pour avoir joué dans la saga Alien, ainsi que celle d'SOS Fantôme. Au-delà de ça, elle a également joué dans Beauté empoisonnée, Wall-E ainsi que Chappie. Stephen Lang, lui, il a joué dans les deux films d'Ombrise, Shizu, le chemin de la vengeance, Tombstone ainsi que Hostile. Oana Chaplin, elle a joué dans Black Mirror, Game of Thrones, The Longest Ride ainsi que dans Entraide. Jake Champion, à part dans ma critique d'Avatar 2, je vous l'ai également présenté dans ma critique de Scream 6. Au-delà de ça, il est également connu pour avoir joué par exemple un petit rôle dans Avengers Endgame. Tout va bien se passer, ainsi que dans Retribution. Brylan Dalton, lui, il a joué dans Ready Player One, ainsi que dans Dark Harvest. Bailey Bess, alors à part le deuxième film, je la connais seulement pour avoir joué dans A Little Bit of Heaven. Kate Winslet, alors bien sûr, elle a joué dans le deuxième film Avatar. Elle est aussi connue bien sûr pour avoir joué dans Titanic. Mais au-delà de ça, elle est également connue pour avoir joué dans Houston, Eternal Sunshine of the Spotless Mid, The Rider, Last Day of Summer. Cliff Curtis, à part dans ma critique d'Avatar 2, je vous l'ai également présenté dans ma critique de En eau très trouble, étant donné qu'il a joué dans les deux films. Au-delà de ça, il est également connu pour avoir joué dans Chaos, Chief of War, Fast and Furious Hobbs et Shaw, Doctor Sleep, La Faille, ainsi que dans Sunshine. Globalement, Avatar 3 de feu et de cendre est bien sûr un excellent film, un énorme blockbuster comme on les aime, avec énormément de qualité. Bien sûr, sa direction artistique toujours aussi excellente, mais en plus, une direction de personnages que j'ai beaucoup appréciée et également une narration beaucoup plus profonde que les deux précédents, avec de nouvelles thématiques qui apposent de nouvelles conditions et bien sûr de nouveaux obstacles pour Jake et sa famille, qui fait que cette histoire commence à devenir relativement très intéressante. Qu'est-ce que je dis? Qui commence à devenir encore plus intéressante qu'elle l'était déjà. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien apprécié ce film et j'ai très hâte du quatrième film qui va sortir, puisque oui, petite information, James Cameron en interview a affirmé qu'ils ont déjà tourné le premier acte du quatrième film et qu'ils ont déjà une date précise pour sa sortie, plus précisément en fin d'année 2029, mais il y aura certaines conditions. Étant donné que James Cameron a confirmé qu'il y aura au total 5 films, il a demandé une condition, que si on veut voir le quatrième au cinéma, il faut que le troisième soit un succès. Bon, bien sûr, on sait tous que ce sera le cas, et par extension, on aura bien sûr une attente très précise de la date citée, étant donné qu'il l'a citée à cette date-là en fin d'année 2029. Mais en tout cas, pour revenir sur Avatar 3 de feu et de cendre, je trouve que c'est un film qui mérite la note de 18,5 sur 20. Bon allez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker ces vidéos comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à tous une excellente année puisque oui, comme je vous l'ai dit,
C'est ma dernière critique pour l'année 2025. Vous inquiétez pas, je n'arrêterai pas les critiques, mais je tenais, avant de conclure cette vidéo, à vous dire tout simplement merci. Je vous dis à tous, à la prochaine et salut! Bye!